C'est mon cou. Je me suis tordu le cou en saluant. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bon, je déteste toujours les intros, c'est pas possible. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, dont l'idée m'a été donnée par Lucie, Tsugoupil sur Instagram si vous ne la connaissez pas, qui était de faire une sorte de book chef tour. Bon là je pense plutôt à la bibliothèque BD en l'occurrence, mais ça pourrait être fait sur d'autres bibliothèques. Pour... Fais ta putaclic. Non. Qui consiste en fait à ce que vous me donniez un numéro d'étagère et un numéro de BD. Ah non, ça c'est mon cahier. Oui mais c'est mon cahier en fait, ne m'agresse pas. Donc ce qui consiste à ce que vous me donniez une étagère de BD et un numéro de BD et que je vous présente la BD en question. Donc je vous ai demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram c'est le moment, de me donner ces deux numéros. Alors c'était un peu compliqué pour le numéro de BD parce qu'il n'y a pas le même nombre de BD par étagère. Donc j'ai fait une fourchette entre 1 et 15 et heureusement personne n'a jamais donné un nombre trop petit ou un... Enfin trop petit, plus petit que 1, faut pas abuser, mais un nombre trop grand et à chaque fois ça tombait pile sur une BD. Donc ben c'est parti, je crois que j'ai fait quasi la totalité de ce que vous m'aviez proposé. Mais c'est possible que j'en ai oublié, si c'est le cas c'est pas grave, de toute façon je pense que si ça vous plaît je referai un autre tour, peut-être la bibliothèque, je vais peut-être pas faire la pile à lire parce que c'est peut-être un peu chiant, quoique, peut-être de la bibliothèque manga, bref on verra. C'est parti tout de suite. En fait avant de commencer aussi, bon ça c'est mon carnet avec tout ce que vous m'avez dit. Avant de commencer, juste n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à laisser des petits commentaires, même juste un petit cœur, enfin vous n'êtes pas obligé de me faire un pâté, hein, mais juste histoire de dire que vous avez vu la vidéo. Et à liker aussi, partager évidemment, enfin évidemment, si le cœur vous en dit. Voilà, donc bah, c'est parti pour ce petit book chef tour. Alors la première que je risque de bouger du cadre parce qu'à chaque fois je vais me lever et me rasseoir, parce que je vais pas le faire debout parce qu'on est des flemmards par ici. Le premier numéro c'est celle de Célia Mystique sur, je vous mettrai les petits inserts à chaque fois parce que si vous voulez aller voir les comptes Instagram des gens qui proposent les chiffres, à chaque fois c'est des gens très très bien, c'est des gens honorables. Donc elle me proposait la 8e étagère et la 6e BD. Alors la 8e c'est elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celle que Mystique a pioché au hasard, c'est le tome 4 et le dernier tome de la série Bergère guerrière de Jonathan Garnier et de Amélie Fléché aux éditions Glénat. Il faut savoir que je n'ai que le tome 4 dans ma bibliothèque mais que j'ai lu tous les tomes. Mais en fait c'est juste que je les ai pas achetés au fur et à mesure. Celui-ci c'était un service presse que ma représentante Glénat m'avait donné juste avant la sortie et du coup il me manque les 3 premiers tomes qu'un jour je compléterai mais ce n'est pas une urgence. C'était une super série pour la jeunesse et pour les adultes évidemment. À chaque fois je ne me répéterai pas mais tout ce qui est pour la jeunesse est aussi pour les adultes. Où on va suivre en fait un peuple de bergères qui se sont réunies parce que tous les hommes sont partis à la guerre et donc il ne reste quasiment que des femmes. Et on va suivre une troupe d'apprentis bergères guerrières, donc ce sont des guerrières qui montent des sortes de moutons, des boucs, je ne sais plus. Bon, qui en gros elles ne montent pas des chevaux, elles montent des petits boucs. Et on va suivre cette petite troupe qui va essayer de sauver le village. Il va y avoir des trucs de malédiction, de magie, tout ça. C'est absolument trop bien, les dessins sont magnifiques, je ferai des inserts comme à chaque fois. Vraiment c'est une série, je pense qu'à partir de 8 ans, 8 ans même, enfin ouais, 8 ans et c'est franchement c'est génial, c'est fini en 4 tomes. Et c'est un univers que j'étais triste de quitter, mais qui s'est très bien conclu et qui faisait la durée parfaite. Super série, mystique, très bon choix, même si c'était du hasard. La deuxième BD, c'est Illustrator qui me l'a demandé, et je suis très contente parce que c'est un hasard pur, mais tu es très fort. C'est la 12e étagère et la 12e BD. C'est la BD Ces jours qui disparaissent de Timothée le Boucher, toujours chez Glénat. Là, dans l'édition spéciale qu'ils avaient faite pour les 50 ans. Sinon la couverture est un peu plus dans les tons rose mauve. Et il faut savoir que je pense que Ces jours qui disparaissent, c'est peut-être la BD que je retiendrai enfin, en tout cas du début de ma carrière de libraire parce que j'ai commencé en 2017. Or elle est sortie en 2017 si je ne dis pas de bêtises. Bref, je fais sur... Bon, c'est une des BD, ça a été une des premières BD que j'ai lues quand je suis devenue libraire, qui a été un de mes premiers énormes coups de cœur et que j'ai, sans mentir, je l'ai vendu par paquet. Alors que on n'est pas non plus une librairie de très grande ville, mais
Franchement, bon, après, je suis pas la seule à l'avoir aimée, elle a été énormément plébiscitée et à juste titre. Mais franchement, c'est une des BD qui m'a le plus marquée, je pense, dans ma carrière de libraire. Pour l'instant, elle est jeune, ma carrière quand même. Mais, euh, mais vraiment, ça a été une claque à l'époque. Donc, bon, l'histoire, tout le monde la connaît un petit peu, mais je la fais quand même pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. On suit Lubin, qui est un jeune équilibriste. Il fait des figures, je me demande si c'est pas dans une troupe de cirque ou quelque chose comme ça. Et en fait, lors d'un entraînement, il va tomber sur la tête. Et à partir de ce jour-là, il va se rendre compte qu'il ne vit plus qu'un jour sur deux. Et que les jours où il n'est pas conscient de lui-même, une autre personnalité prend sa place, vit sa vie et agit de manière totalement différente de la sienne. Ils n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Et en fait, ils vont essayer de commencer à dialoguer via des petites vidéos. Et en fait, sa personnalité enfin, ça va prendre de plus en plus de place dans sa vie et ça va se transformer un peu, enfin ça a des airs de thriller mais pas que. Et c'est hyper, franchement ça prend au trip, ça, on se dit, à chaque fois on se dit mais moi si ça m'arrivait, enfin puis la fin est bouleversante, bref, ça a été vraiment une énorme claque. Et j'avais beaucoup aimé, en fait ce que j'ai bien aimé par rapport à ces autres BD un peu thriller, c'est que celle-ci, il y met quand même des aspirations de la vie. Typiquement des notions par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport au travail, c'est-à-dire lui il veut faire un travail passion alors que son autre personnalité c'est plutôt un travail genre rémunérateur, argent. Ils n'ont pas du tout la même vision du couple, pas du tout la même vision de la famille et c'est un peu déchirant de voir un peu ce qui se passe par rapport à tout ce qui lui échappe. Et franchement, puis les dessins étaient magnifiques, la mise en page aussi, enfin bref, vraiment une énorme claque. Donc très bon choix Ulysse, je sais que tu l'as adoré, donc voilà. Celle-ci, évidemment, je vous la surconseille. De toute façon, je pense que quasi tout ce qui est dans la bibliothèque, si c'est là, c'est pour une bonne raison. Bon, il y a peut-être 2-3 erreurs de parcours, mais ou des BD que j'ai pas encore lu, c'est possible. Ensuite, Classe Pirate Doc a choisi le 5 et le 15, donc l'étagère 5 et la BD 15, et c'est tombé sur l'intégrale 6 de Giant Days de Addison, Treman, Sarah, bon, il y en a plein. Non mais c'est pas bien ce que je fais genre combien il y en a trop, je dis pas les noms. Non, il y en a trop, je dis pas les noms, qui est publié chez Aquileos. Il faut savoir que dans cette série, j'ai les premiers tomes en édition séparée, c'était des tout petits tomes à la base, et que j'ai fini vu qu'ils ont arrêté d'éditer par petits tomes, j'ai fini avec les intégrales. Donc là, c'est l'intégrale 6, mais en gros, je vais vous présenter la série, qui est une série pareil que j'adore, qui présente trois amis qui se découvrent à la première qui s'apprennent à se connaître à la toute première année d'université, et on les suit sur les 3 ans de fac, je crois, avec toutes leurs déconvenues, tout plein de choses sur la vie de la fac, tout plein de choses sur la vie en général. C'est le trait est très cartoonesque, vraiment on a l'impression de regarder presque un dessin animé, mais je crois qu'il y en a qui viennent des studios Disney ou des studios d'animation et ça se ressent dans le dessin. Il y a des pages, vraiment, il y a des moments à mourir de rire, il y a des moments très émouvants aussi, mais le personnage, notamment le personnage, en fait elles ont toutes les trois une personnalité hyper pas atypique, mais presque. Notamment SR qui est un peu une gothique, mais en même temps elle a des mimiques, mais hilarantes. Il y a Suzanne qui est celle qui fume et qui est un peu de mauvais caractère tout le temps, enfin elle est trop drôle. Et la dernière c'est Daisy qui est un peu celle qui est un peu plus discrète, un peu plus timide et c'est pareil, il lui arrive des trucs, enfin bref, c'est vraiment une série que j'adore. Ça pourrait être ce qu'on appellerait en manga du slice of life, la tranche de vie, mais version université et franchement c'est super drôle, j'adore cette série. Je trouve qu'elle fait vachement de bien. Alors le seul petit reproche, je trouve que ça me le faisait pas sur les tomes en édition simple, parce que du coup là c'est des tomes doubles. Je trouve l'écriture très petite. Mais Achilleos, c'est mon problème, même sur Stand Still, Stay Silent, qui est une série que j'adore en 4 tomes. Je trouve la police d'écriture minuscule, alors vraiment il faudrait une loupe pour les lire. Et c'est vrai que ça gâche un peu des fois le plaisir de lecture, mais ça n'enlève rien à la qualité de la série. Et Owen, je ne t'oublie pas, bien sûr que tu apparaîtras dans la vidéo, c'est un peu comme Librairie PTSS, tu apparais dans les vidéos de tout le monde. Tu as choisi le 10, l'étagère 10 et la BD 15, et ça tombe sur, je pense que tu vas être content, Toutes les morts de Leila Star de Ram V et Philippe Andrade, on ne sait plus parler, chez Urban. Bon, celle-là, je vais faire plutôt vite parce qu'on en avait parlé dans un épisode du podcast L'Atelier BD. Donc je vais pas m'étendre plus que ça, mais c'était un super one shot en comics, hyper original, j'avais adoré le ton. On a de la culture hindoue avec une notion de vie, de mort, mais mêlée à des dialogues hyper modernes, les dessins et la couleur c'était hyper coloré,
Franchement, il y avait toute une... Enfin, c'était super, franchement, bah, énorme coup de cœur. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon on va y passer 150 ans, mais je recommande franchement pour ceux qui... C'est du comics, mais pour ceux qui lisent de la BD franco-belge et qui sont un peu réticents, ça se lit comme une... Enfin, de toute façon, il faut arrêter de faire du sectarisme, c'est très très bien, donc il faut le lire dans tous les cas. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Monsieur Birdie Weirdy a choisi la 10e étagère et la 10e BD et ça tombe sur Ours. J'adore cette BD. Donc de Ben Quinn et illustré par Joe Todd Stanton, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, je crois déjà. Que j'ai eu la chance de me faire dédicacer. Merci Gaëlle si tu passes par là. Je m'en souviens très très bien. Cette BD, c'est un one-shot et publié chez Kinaï qui m'avait... De toute façon, toutes les BD chez Kinaï sont très très bien, mais celle-ci, ça avait été un énorme coup de cœur. On va suivre en fait un chien guide aveugle qui va lui-même perdre la vue et qui va essayer de la retrouver parce que c'est son but dans sa vie, il aime son maître et il est censé l'aider à trouver son chemin et comment il pourrait aider son maître à trouver son chemin si lui n'a plus la vue. Et donc on va le suivre dans sa quête un peu rocambolesque pour retrouver la vue et c'est génial. Vraiment, pour les petits, pour les grands, c'est génial. Magnifique, plein de bonnes vibes, plein de bonnes choses. De toute façon, Kinaï, il faut y aller à peu près les yeux fermés. Il faut y aller les yeux fermés, voilà. Bon, très bon choix aussi. J'ai envie de tout relire, à chaque fois que je sors une BD, j'ai envie de tout relire. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. BD d'auto, Nicolas, si tu passes par là, tu as choisi l'étagère 9 et la BD 5. Donc ça tombe sur 1, 2, 3, 4, 5... Sur Lettres perdues de Jim Bishop, publié encore chez Glénat. Putain, on va croire que j'ai que du Glénat. J'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. Qui est une BD hyper, je trouve, influencée par l'univers de Miyazaki, que j'avais beaucoup aimé. Je sais que la fin a perturbé beaucoup de gens, parce que ça finit un peu brutalement. Mais je sais pas, moi, je trouve qu'elle avait fait écho à tout ce qui se passait dans la BD. Et ça m'avait beaucoup plu. On est dans un monde qui mélange humain et monde anthropomorphique, mais côté poisson, on suit que des gens avec poisson. Et Yod attend tous les jours une lettre, donc qui est ce jeune homme, attend tous les jours une lettre de sa mère qui n'arrive jamais. Et un jour il va se dire mais peut-être qu'elle est bloquée à la poste. Et il va essayer de se rendre en ville pour trouver cette lettre, cette fameuse lettre. Et en fait il va tomber sur une fille qui travaille pour la mafia, enfin bref, il va tomber dans plein d'embrouilles, dans plein de trucs et machin, il va se faire embarquer et c'est un peu le début d'un parcours initiatique par rapport à ça, le fait qu'on cherche aussi à savoir sa famille, ce qu'il en est, la fille de la mafia qui l'appelle Frangine, on va en apprendre un peu plus sur elle, enfin, c'est génial, le dessin est mais somptueux, les couleurs sont magnifiques, c'était franchement... Pareil, on en avait parlé dans un podcast, trop coup de cœur, trop gros coup de cœur. Et ben dessous, toi qui as eu l'idée de cette vidéo, tu as donné l'étagère 11 et la BD 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Et tu tombes sur le tome 1 de la datation en BD d'Elana. Non, c'est toujours chez Glénat. Non mais vraiment, je jure, ce n'est pas sponsorisé par Glénat. Pas du tout, surtout qu'il y a des... Bon, en fait, comme tous les éditeurs, je ne dis rien. Je vais pas faire un blabla sur les éditeurs. Bref, j'ai toutes les adaptations de Botero en café Glénat sur tout l'univers, donc sur Ewilan. C'est donc, pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Botero, c'est un auteur de romans jeunesse qui a sûrement participé au fait que je sois libraire. Franchement, j'ai poncé ces sagas, je les ai lus, mais lus et relus. Je pense que si je les ai pas lus 20 fois, je les ai pas lus 10 fois, enfin bref, je les ai lus plein de fois. Et je trouve les adaptations en BD déjà hyper fidèles. Et j'étais trop contente de voir des visuels sur tout ce que j'imaginais depuis que j'étais gamine. Enfin, je les ai lus vers 12 ans, ouais, depuis que j'étais gamine. Et c'était génial. Alors j'étais un peu moins fan sur Ewilan, j'adorais le dessin. Sur Elana, j'ai eu du mal parce que ça a changé de dessinateur. Ça a changé d'illustrateur et j'étais un tout petit peu moins fan et finalement j'ai été totalement embarquée. Ça va trop bien avec l'univers d'Elana. Franchement, je trouve que pour des univers de fantasy, je sais que moi en BD adulte, je suis très compliquée en BD fantasy. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose, en tout cas en saga, il n'y a pas grand chose qui me fait ressentir autant de choses. Donc ouais, franchement, je pense que même quand on a lu les romans, les adaptations BD, c'est au moins à lire parce que quand on a aimé l'univers, parce que ça met vraiment des images sur tout ce qu'on a imaginé. Et j'avais adoré. Oui, je vais m'arrêter là parce que si je commence à parler de Pierre Botero, c'est pareil, nous n'avons pas fini. Page et compagnie, tu as choisi l'étagère 4 et la BD 4. Et ça tombe sur la VO.
Pas pratique la VO. Bon si, je vais faire quand même. Non, c'est pas ça la 4, Margot, après en compter. Hop, je vais pas m'étendre. C'est le numéro 2 en single de House of the Slaughter, qui est la suite, enfin qui est dans l'univers de Something is Killing the Children, qui est chez Urban Comics et là qui est chez Boom Studio. Je vais pas m'étendre parce que j'ai pas encore fini Something is Killing the Children, alors je n'ai pas encore lu House of the Slaughter, donc voilà, je me le réserve, sûrement que je prendrai la VF en fait parce que je me rends compte que la VO j'avance difficilement dessus sur cette série là en tout cas, il y a des séries ça me gêne pas du tout, mais celle-ci j'ai un peu du mal à avancer en VO, pourtant l'anglais est très accessible, mais franchement Something is Killing the Children, avec mon magnifique accent anglais, c'est vraiment une pépitasse, il faut le lire. Electron Livre, je suis désolée, tu as choisi l'étagère 6 et la BD 9. Ça tombe sur une BD que je n'ai pas lue, qui est super sourde, qui est publiée aux arènes et qui est de CC Bell. Donc je sais que c'est une BD sur la surdité, super sourde, mais merci Margot. Mais je vais pas en parler plus que ça vu que je ne l'ai pas lu, désolée. Il fallait bien des fails. Charlotte, tu as choisi l'étagère 8 et la BD 8. 8 étant mon chiffre préféré, tu crois que je ne le sais pas. Et ça tombe sur une BD que j'aime beaucoup, que j'ai lue il y a longtemps, qui est Les Échos Invisibles. Donc là c'est une intégrale parce qu'à la base c'était en 2 tomes publiés chez Paquet, que j'avais aussi eu la chance de me faire dédicacer à un festival dans le sud. Et qui était une BD de Tony Sandoval et Grazia Lapadula, dont j'adore le travail les deux. C'est toujours très joli et toujours très perturbant. Ils ont des univers quand même assez... à la fois sensuel, à la fois un peu horrifique, c'est toujours un peu perturbant mais toujours très joli. Et dans Les Échos Invisibles, alors je l'ai lu il y a longtemps, il y a bien 5 ans je pense, on suivait un homme qui avait perdu sa femme et qui avait du mal à se remettre de son deuil et qui partait s'isoler quelque part, et là où il s'était isolé, une journaliste débarque et vient lui parler de gens aux facultés particulières, choses de 6e sens et tout ça, et elle pense que notre héros en deuil aurait cette faculté-là. Donc on était sur une BD sur le deuil, sur le fait d'accepter la mort de quelqu'un de proche. Et il y avait aussi quelque chose d'un peu surnaturel. Enfin, de toute façon, je vous dis, ça va toujours un peu en cacahuète dans les BD de ces deux auteurs-là, auteurs et autrices. Mais c'était magnifique, j'avais beaucoup aimé. Max Dali, Max, tu es tombé sur le tome 1 des Croque-Mitaines. Tu as donné l'étagère 19 et la BD 10, c'est ce qui tombe dans mes BD noires. Ouh, t'es basse. Tu es tombé sur le tome 1 de Croque-Mitaine de Salvia et Jet, publié... Non mais putain, je suis en cours chez Glénat. Non mais vraiment, non mais l'angoisse. Bon bref, c'était en 2 tomes, une intégrale est sortie entre temps. Moi j'ai les tomes séparés. C'est pareil, j'avais adoré graphiquement, c'était tellement beau. Et on était sur l'histoire d'un jeune garçon qui était, je crois, passionné par la figure du croque-mitaine, et en fait ses parents se font tuer. Oui c'est ça. Il est témoin du meurtre de ses parents et le grand chef des croque-mitaines va essayer de le protéger Il y a tout un univers autour des croque-mitaines et le grand chef va essayer de protéger Elliot, notre jeune héros. Et c'était... alors c'est à la fois tendre et horrifique, ce qui est un mélange assez perturbant mais super réussi, parce que le croque-mitaine était effrayant, mais... enfin en tout cas le chef des croque-mitaines, je sais plus comment il s'appelle, le père quelque chose... Père Lamort, voilà. Était super... attaché, enfin c'était très attachant la relation qu'il avait avec Elliot, et de le voir essayer de protéger ce petit garçon envers et contre tout, lui qui doit essayer de se faire au deuil de ses parents. Visuellement c'était vraiment magnifique, il y avait un dessin mais c'était tout un univers, et c'est fini en 2 tomes, franchement très très bonne série de comics. Je dis comics mais je crois que les 2 sont français, mais c'est sorti chez Glénat Comics, je pense que c'est du Lautrec qui est franchement trop beau. La Compagnie des Elfes, maman je sais que tu es là. Tu as tiré l'étagère 20 et le numéro 14, ça tombe sur une revue, donc la revue Atom. Est-ce que je l'attrape? Est-ce que j'ai la flemme? J'ai la flemme de bouger. Donc c'est dans la case où je mets toutes mes revues et mes choses un peu qui sont pas des BD. Donc c'est tombé sur le numéro 15 de Atom, qui est une série de magazine sur le manga, spécialisé en manga. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, je pense que si ça vous intéresse, allez voir, sinon voilà. Yeezy, le croustillant, Antoine, tu as mis l'étagère 12 et la BD numéro 5, et ça tombe sur le tome 2 de Tout va bien, enfin ça va aller, de Bruno
Isnardon et Eva Roussel qui est aux éditions La Peste et la Relève. Alors les éditions La Peste et la Relève, c'est une maison d'édition indépendante, enfin qui est en ligne en fait, qui ne passe pas par le réseau librairie, enfin pas si on ne la demande pas. Et c'est ils font des magazines, ils font des revues, ils font des livres, ils font des essais, toujours tournés autour de l'écologie. Et enfin tout va bien, enfin ça va aller. Là c'est le tome 2. D'ailleurs je crois qu'il n'y a jamais eu de tome 3. Pourtant c'était à suivre. Ah non, c'était la fin. Bah, comme quoi, j'ai un souvenir complètement erroné. Je croyais que ça finissait en couille, mais pas du tout. Donc seconde et dernière partie, c'était une BD sur la collapsologie, sur l'effondrement de la société. On commençait la BD, il y avait un truc de ressources, la fin des ressources, etc. etc. Et c'était repenser le monde, comment s'organiser et comment survivre quand il n'y a plus aucune ressource. C'était assez chouette, très bienveillant, un peu didactique évidemment, parce que ça parle quand même de repenser notre monde. Mais c'était plutôt bien fait, il y avait des flashbacks entre ce qui s'était passé au moment de la fin de l'humanité en gros, enfin, la fin des ressources, et leur organisation après. Ça m'avait un peu perturbé ce décalage entre dessin un peu mignon et entre fin du monde, mais en même temps c'était pas une BD de science-fiction, on avait vraiment l'impression d'une BD sur la collapsologie, sur l'effondrement de la société, sur l'organisation d'après. Faut passer par le site internet de La Peste et la Relève. La Relève et la Peste? Moi c'est La Peste et la Relève. La Relève et la Peste. C'est La Relève et la Peste, pas La Peste et la Relève. C'est pas très important. Si, c'est important, c'est leur nom. Silver Bob, tu as donné l'étagère 6 et la BD 6 et ça tombe... Et ça tombe sur l'artbook Wild West de Vincent Brujas et Ronan Toulhaut qui sont les auteurs de... Non, j'ai oublié. Le Roi des Ribauds. Voilà. Qui sont les auteurs du Roi des Ribauds et qui avaient aussi fait la BD La République du Crâne et qui avaient aussi fait la BD La République du Crâne chez Dargaud que j'avais beaucoup aimé sur la piraterie. Et ça c'était un artbook en financement participatif. Je crois que c'était Kiss Kiss Bang Bang. Et c'était tout un truc sur le Far West. Il y avait... je ferai des inserts. Noémie, tu as choisi l'étagère 9 et la BD 13. Et ça tombe sur le tome 2 de l'année du crabe, donc c'est après l'année du crabe d'Alice Baguet, en attendant la récidive, qui est une BD publiée chez Vraoum, qui était une BD sur le cancer, c'était autobiographique. L'autrice, je crois, quand elle était jeune, elle avait 19 ans, quelque chose comme ça, elle a eu un cancer, et dans le tome 1 qui s'appelait l'année du crabe, elle racontait donc son parcours pour combattre le cancer qu'elle avait appelé Jean-Pierre, et qui prenait l'aspect d'un crabe. Et moi je l'avais reçu en fait en dédicace. Je crois que ça a été ma première ou ma deuxième dédicace de jeune libraire. Et l'autrice avait été mais adorable. Sa BD était super, alors super drôle. C'est curieux hein, mais c'était très très drôle. Et là dans le deuxième tome elle parle de la rémission, donc comment vivre après le cancer quand on sait qu'on est sauvé mais qu'on a toujours ce doute qui plane. Par rapport à l'entourage aussi, comment évoluer par rapport à l'entourage, comment l'entourage évolue par rapport à la maladie, c'est super chouette, elle a un dessin très humoristique. L'autrice était adorable, je pense pas qu'elle regardera cette vidéo, mais Alice, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais moi je me souviens de toi, c'était quand même il y a 5-6 ans. Et c'était un trop bon moment. Celle-là je les garde sentimentalement aussi. Elsalina, tu as choisi l'étagère 18 et la BD 7. Et ça tombe sur le 2 de American Vampire. Donc là c'est les anciennes éditions mélangées Vertigo, Panini Comics. C'est plus édité comme ça, maintenant il y a des très belles intégrales chez Urban. Et c'est de Scott Snyder, Raphaël Albuquerque et Matteo Santoloco sur celui-là. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait Matteo Santoloco sur celui-là. Ok. Matteo Santoloco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi un des dessinateurs des Tortues Ninja. Et je ne savais pas du tout qu'il était sur celui-là. J'avais oublié. J'avais trouvé cette ancienne édition en bouquinerie, chez un bouquiniste. Bouquinerie Margot. J'avais trouvé cette édition chez un bouquiniste et j'avais bien aimé le côté un peu rétro. Ça faisait un peu genre TPB single VO, enfin voilà, TPB VO. American Vampire, super série de vampires. Voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Très bonne série de vampires, j'adore. Marguerite Tourmentée, tu as choisi l'étagère 6 et la BD 14. Et ça tombait sur OKA, au label 619, maintenant en coédition avec Rue de Sèvres, de Neyef. Bon, bah celle-ci c'est pareil, je pense que tout le monde l'a vu passer un peu partout. Une BD qui mélange western et culture Lakota, où en fait on va suivre un jeune
indien qui a été assimilé blanc, enfin qui a été en gros éduqué par dans une église blanche, enfin c'était en gros ils essayaient de tuer la culture indienne et notamment la culture Lakota. Et en fait il va être capturé au début par donc lui, trois personnes dont lui, et en fait il va essayer de se réconcilier avec sa part Lakota. C'était super. C'est vrai que il y avait des moments très violents quand même, mais graphiquement c'était sublime et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette BD, je pense comme beaucoup de gens. La fin était il y avait une facilité scénaristique, mais bon, comme la BD était excellente, franchement, on pardonne. Nydia Or, tu avais tiré la même étagère que Classe Pirate Doc, c'était à tomber sur Giant Days, donc je vais pas en reparler. Miniatus Tool, tu as choisi l'étagère 6, c'est la BD 13, et c'est pareil, c'est une BD que je n'ai pas lue, c'est le tome 1 de Beauté de Keras Coët et Hubert, dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans ma dernière vidéo pour Miss Patouche. Donc j'ai pas encore lu Beauté, je sais que c'est aussi une BD qu'il faut que je lise, mais j'attends d'avoir le second tome, je n'ai que le 1. Et je n'ai pas envie d'être sur ma faim. Et il reste Dag L, Dal Egg, pardon, les pseudos. Tu as choisi l'étagère 2, la BD 8, et ça tombe dans les étagères Tortue Ninja. Merci d'avoir choisi les étagères Tortue Ninja. Il faut dire qu'il y en a quand même 3 avec des rangs devant et derrière. Donc c'était fou que personne n'ait tiré une étagère Tortue Ninja. Et ça tombe sur Batman et les Tortues Ninja chez Urban Comics de James Tynion. Je sais jamais si on dit le 4, le 4. James Tynion 4, The 4 et Eddie Williams second. Bon, nous on a personne qui est. Enfin, en France, on dit pas Margot la troisième. Hein. Bon, ça va mélanger l'univers de Batman et des Tortues Ninja. Honnêtement, je vais pas faire plus long en résumé. Quand on est fan de Batman, on aime. Quand on est fan des Tortues Ninja, on aime. C'était bien, c'était top. Enfin, franchement, c'est bon délire. Ça fonctionne bien. C'est tout ce que je demande. Et bon, ben. Moi, j'aime Batman, j'aime les Tortues Ninja. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bon bah voilà, c'est fini pour ce micro bouchèvre tour, j'espère que j'ai oublié personne. Moi ça m'a fait plaisir de parler de tout ça parce que c'est que des BD que j'aime bien. Finalement il n'y a pas que du Glénat, parce que sinon j'aurais eu vraiment mauvaise. J'aime pas être... c'est comme sur les tables en librairie, j'aime pas qu'il y ait un éditeur représenté, j'aime bien quand c'est la juste équité. Mais là il y avait un peu de tout, je suis contente, je crois qu'il y a des étagères qui n'ont pas été tirées, mais c'est pas très grave, ce sera pour un prochain. Et bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir participé en tout cas parce que je n'aurais pas pu, si vous ne m'aviez pas donné de numéro, ça n'aurait pas été aussi drôle. J'aurais pu faire semblant d'avoir eu des numéros, mais ça aurait été un peu triste aussi. Si jamais ça vous dit d'en refaire un tour ou si vous voulez voir d'autres étagères, celle de manga, la pile à lire conséquente. En fait, la pile à lire, ne dites pas que vous voulez la pile à lire parce que j'aurais honte de vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Sinon, les étagères de livres lus, ça peut être sympa aussi. Parce que je les range par ordre de lecture. Du coup, il y a de quoi faire aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite de belles lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo.